de Strasbourg, on a voté récemment en commission de la recherche, c'est la nouvelle forme du conseil scientifique, puis en conseil d'administration, une motion de soutien aux études de genre. Cette motion a été adoptée à l'unanimité des conseillers et des deux conseils. C'est bien qu'il y avait la perception au niveau des collègues, des universitaires, mais aussi des étudiants, des jeunes chercheurs, une très très grande inquiétude. Le deuxième élément d'information, c'est de Strasbourg, c'est de l'université de Strasbourg qu'est partie une pétition très très importante qui a reçu à ce jour pas loin de 15 000 signatures et dont j'aimerais lire les deux derniers paragraphes. Les études de genre recouvrent un champ scientifique soutenu par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur et le CNRS. Et elles ont des utilités nombreuses dans l'éducation et la lutte contre les discriminations. Ces études et ces travaux existent à l'université depuis longtemps. Nombreuses sont les académies à organiser des journées de formation sur ces thèmes. Nombreuses sont les universités à offrir des cours intégrant le genre, en sociologie, en sciences de l'éducation, en anthropologie, en biologie, en sciences économiques, en philosophie, en histoire, en littérature, etc. Des séances de sensibilisation aux questions d'égalité entre les sexes font partie du parcours de formation des enseignants du primaire et du secondaire. En permettant aux élèves de constater la diversité des familles actuelles, en montrant que, selon les lieux et les époques, les rôles des hommes et des femmes ont varié et que l'amour a des formes multiples, les chercheurs, les enseignants et les professeurs des écoles offrent aux enfants, citoyens et citoyennes de demain, la liberté de construire un monde plus égalitaire et plus harmonieux. 15 000 personnes ont aujourd'hui signé le texte qui s'achevait ainsi. En face, les jours de colère, Manif pour tous, et ceux qui ont organisé les jours de retrait de l'école, dont on sait qu'ils ont eu une certaine efficacité, en particulier dans les banlieues strasbourgeoises, ont été clairement manipulés, utilisés par des milieux d'extrême droite, avec en arrière-plan, ou de façon très visible, des milieux catholiques intégristes. L'ABCD de l'égalité, porté par le précédent gouvernement, a été considérablement dégradé, mis à mal, avec un certain nombre de renoncements aussi de l'ex-ministre de l'Éducation nationale. Alors qu'il fallait peut-être porter le combat sur le terrain et être non pas sur la défensive, mais comme l'a dit Pinard tout à l'heure, aussi sur l'offensive. Une première question à Céline, parce que ça me semble important de définir les termes, peut-être pour commencer. Qu'est-ce qu'on entend par cette notion tellement controversée de genre ? Oui, alors on va commencer par ça, je vais dire tellement de choses. Mais effectivement, il faut vraiment revenir à la définition, parce que comme elle est plurielle, et qu'elle est mal définie, mal expliquée. Tu disais tout à l'heure que les enseignants du premier degré étaient formés à la question, on aimerait bien. Alors il paraît qu'il dit que c'est ce qui est dit, mais c'est pas ce qui est fait du tout. Encore aujourd'hui, les enseignants ne sont pas formés à ces questions-là. Il y en a quelques-uns qui ont la chance d'être formés par des enseignants, par des formateurs particulièrement acharnés qui doivent lutter pour obtenir quelques heures sur ces questions-là. Et c'est bien parce qu'il y a une méconnaissance de ce concept et un écart énormissime entre le monde de la recherche et de la politique, où le genre se définit très facilement, où tout le monde le connaît, où ça pose absolument aucune question depuis 30 ou 40 ans, et la population de façon générale. Donc il y a un grand vide.
Et comme on aime à dire, la nature et plutôt les extrémistes ont horreur du vide et l'occupent assez rapidement. Et c'est bien sur cette méconnaissance qu'a pu proliférer ces folles rumeurs. Donc pour rappel, fin janvier, début février, il y a eu des textos pour expliquer qu'il y aurait, par le biais donc de l'introduction de la théorie du gender dans les écoles, avec les outils de l'ABCD de l'égalité, et bien qu'il y aurait des cours de masturbation pour les enfants, avec des personnes homosexuelles qui viendraient faire des démonstrations. Voilà. Donc s'il y a autant de personnes qui ont pu le croire, et bien c'est bien qu'il y a autant de personnes aussi qui ne savaient pas ce que c'était que le genre, qui ont fait un grand méli-mélo avec plusieurs parties de cette définition. Et ce qu'il convient de faire, c'est voilà, des réunions et beaucoup de pédagogie pour expliquer ce que c'est que le genre. Un petit clin d'œil à nos amis qu'on pense des fois, nos ennemis qui sont, comme on disait tout à l'heure, plutôt des adversaires. J'ai fait une petite conférence sur le genre il y a 10 jours aux universités de printemps du diocèse de l'enseignement catholique, et ils étaient très ouverts. Ils étaient très contents d'entendre ce que c'était que le genre. Voilà, bref. Le genre, comme tu disais tout à l'heure, voilà, on parlait de lutte féministe. Effectivement, ça a une filiation du féminisme. Et ce qui est génial avec le genre, c'est que ça rassemble tout le monde. Ça rassemble les féministes, ça rassemble les luttes LGBT, et ça permet même de comprendre aussi les contraintes qui pèsent sur les hommes pour exercer cette masculinité hégémonique. Alors, donc le genre, plusieurs sens. Donc, comme tu disais tout à l'heure, voilà, ça fait une quarantaine d'années qu'en France, il y a des recherches scientifiques sur le genre, et que ça concerne toutes les disciplines en sciences humaines et sociales, l'histoire, la sociologie, la psychologie, l'ethnologie, l'anthropologie, la philosophie, etc. Mais aussi même l'architecture, l'épistémologie des sciences, l'urbanisme, le marketing, l'économie, le management. Tout le genre est transversal. Et évidemment, ces recherches scientifiques sont produites au sein de la communauté scientifique, qui instaure quand même des règles de reconnaissance par les pairs, des méthodes, qui exigent des critères de validité et de légitimation, pour produire des savoirs qui s'approchent au plus près de la réalité des faits. Donc la communauté scientifique n'a pas pour objectif de se préoccuper de ce qui est bien ou de ce qui est mal, mais de décrire cette réalité et d'en comprendre les mécanismes. Donc, les recherches sur le genre, elles ne visent pas à dessiner un projet de société, mais à décrire les sociétés existantes et à les comprendre. Donc ça, c'est déjà un des premiers malentendus fréquents sur le genre. Là, souvent, on pense que le genre, c'est un projet de société. Ben non, le genre, c'est une réalité. C'est pas une idéologie, en tout cas pas dans le sens de la recherche et de la politique. Donc, pour en revenir concrètement à la définition du genre, donc le premier sens du mot genre, on connaît tous, toutes, c'est dans son sens grammatical, le genre féminin, le genre masculin, avec cette fameuse règle qui date du XVIIe, selon laquelle le masculin l'emporte sur le féminin. Vaugelas, un grammairien, bref, vous recherchez, Google le connaît très bien. Le second sens du mot genre, et là on peut dire aussi les genres féminins et masculins, on peut l'utiliser au pluriel, c'est relatif à la psychologie. Et c'est le sentiment intime, personnel, de se définir femme ou homme, fille ou garçon, plutôt masculin, masculine, plutôt féminin, féminine. Donc il a été observé que ce sentiment intime, et depuis très 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 longtemps, ce sentiment intime peut se trouver être en inadéquation avec le sexe biologique. Et donc en ce sens, au sens psychologique, on comprend le genre comme le sexe social. Le troisième sens, qui est sociologique, qui est social, qui est politique, qui est celui qui est utilisé dans toutes ces recherches. Et c'est un concept, donc il s'utilise au singulier, c'est une description de la réalité, d'après toutes ces recherches historiques, ethnologiques, etc. Toutes ces disciplines qui ont à cœur de décrire le fonctionnement et l'organisation des sociétés humaines. Donc le genre, c'est une prescription de comportements et de normes. Alors, ces normes, elles sont relatives au rôle traditionnel, et sachant que la tradition évolue,
eh bien, les normes de genre ne sont pas les mêmes selon les périodes historiques et selon les cultures. Les normes de genre sont donc variables. Ces normes de genre, elles sont génératrices de contraintes sur l'épanouissement et la liberté individuelle des personnes, des femmes comme des hommes, des filles comme des garçons. Et ces normes produisent des inégalités sociales très massivement à la défaveur des femmes. Donc, la façon dont je l'explique en général donne plusieurs points. Donc, le genre implique que, 1, les êtres humains soient catégorisés à la naissance en fonction de leurs organes génitaux externes, visibles, et sont classés en filles, garçons. Et évidemment, la nature et l'histoire nous montrent évidemment que tous les humains ne peuvent pas toujours se classer dans ces deux catégories, mâle et femelle. Alors, chaque point dont je vais vous parler, on peut en parler pendant 6 à 12 heures. Voilà, c'est vite. Donc, 1, on classe arbitrairement les filles et les garçons à la naissance d'après les organes génitaux externes. D'après cette classification, ensuite, il s'agit pour les individus d'intérioriser, d'adopter et de respecter les rôles traditionnels féminins et masculins et les normes qui en découlent. Ce qui est féminin, les normes féminines et masculines sont opposées, c'est-à-dire que ce qui est féminin n'est pas masculin, ce qui est masculin n'est pas féminin, et exclusif. Une autre chose, c'est que ce qui est féminin et masculin est hiérarchisé, sont dans un rapport de pouvoir, et ça c'est très très important d'intégrer toujours à cette définition du genre ce rapport de pouvoir et cette hiérarchisation, et également dans ce concept de genre entend l'exercice d'une hétéronormativité. Et est entendu dans ce concept de genre un système d'oppression pour le respect de ces rôles féminins et masculins et pour le respect de cette hétéronormativité. Et ce système d'oppression, ça ne veut pas dire que ça rend tout le monde malheureux, hein, ça veut simplement dire que ça peut aller de l'éducation à la contrainte, à l'humiliation, au bannissement, au rejet, ça va évidemment jusqu'à l'exclusion et jusqu'à la mort. Voilà, donc c'est ce concept qui est utilisé dans les recherches scientifiques pour étudier la façon dont s'organise le masculin et le féminin dans nos sociétés, comment se construisent ces rôles, comment le pouvoir se partage, comment les femmes et les hommes se répartissent, les différences d'espace, comment ça s'apprend la sexualité et comment s'apprennent aussi les attitudes corporelles et les normes d'apparence. Voilà, donc si on nie ce concept de genre, c'est un petit peu comme refuser de voir la réalité. Et c'est ce concept qui est utilisé pour concevoir des mesures pour réduire les inégalités sociales entre les sexes depuis plusieurs décennies. Comme l'est aussi le concept de classe sociale ou de racisme, et ça permet donc de gagner en liberté individuelle, en justice et en démocratie. Merci Céline. Comment un tel concept qui semble si inoffensif, et je dirais presque aller du bon sens, être de l'ordre du bon sens, qui n'est pas un programme politique, qui n'est pas une idéologie, mais qui cherche à décrire une réalité, comment un tel concept a-t-il pu susciter dans le champ de l'éducation de telles résistances? Comment tu l'analyses? Et je poserai la question à toutes trois. Oui, vas-y. Alors, ça te paraît limpide, parce que tu connais. Donc des résistances, donc je me suis tournée ensuite plutôt vers une recherche autour des résistances à l'enseignement du genre et sur le meilleur dispositif pour enseigner ce que c'est que le genre. Donc j'ai identifié quelques résistances vraiment récurrentes et qu'on a retrouvées exactement aussi dans l'analyse de cette rumeur de fin janvier, début février. Donc il y en a quelques-unes, elles peuvent se cumuler, on ne retrouve toujours pas toutes. Déjà, il y a l'illusion de l'égalité. On a quand même une très grande majorité des personnes qui sont absolument persuadées qu'aujourd'hui, tout le monde peut tout faire, qu'il y a l'égalité, et que les femmes et les hommes ne sont pas inégaux dans la société, mais différents, et qu'il faut respecter les différences. Et très souvent, il y a déjà une confusion entre deux concepts et leurs opposés, entre l'égalité et l'inégalité, et la différence et l'identique. On pense que si on devient tous égaux, on va tous devenir identiques. C'est vraiment un mix entre deux concepts qui n'ont rien à voir ensemble.
Et voilà, donc première résistance, cette illusion de l'égalité avec cette confusion de concepts. La deuxième résistance, hein, c'est l'illusion de la complémentarité psychologique et physique entre les sexes. Ça, c'est tenace. Hein, voilà, donc ces différences, voilà, c'est pas des inégalités, c'est des différences. Et puis en plus, elles sont complémentaires entre les sexes. Et dans cette perspective de complémentarité naturelle ou divine, au choix, ou les deux même, dans cette perspective, la sexualité, elle est donc nécessairement hétérosexuelle et à visée de reproduction. Ah oui, forcément. Il y a aussi cette illusion du libre choix avec une méconnaissance totale des déterminismes familiaux, sociaux, culturels. Voilà. Tout le monde peut tout faire, c'est une question d'envie, de choix. Donc voilà, un petit peu à côté de la plaque, il y a beaucoup de méconnaissance. Pour finir, deux grosses croyances, on a déjà parlé un peu tout à l'heure, enfin, j'ai déjà évoqué, les croyances essentialistes, donc qui sont d'attribuer une origine naturelle aux inégalités sociales entre les sexes, et les croyances religieuses, c'est la même chose, mais là on attribue une origine divine. Donc, les degrés divers et pour des raisons variées, il y a pas mal de personnes quand même qui sont absolument dans l'impossibilité d'admettre la réalité de ce genre et de son organisation en système social, et qui vont tout faire pour conserver leurs croyances. Donc ces croyances, illusion d'égalité, complémentarité, libre choix, etc. Donc les recherches scientifiques sont niées, elles sont rejetées, elles sont accusées d'idéologie. On parle quand même des stats de l'INSEE, enfin ce genre de choses, assez normalement. Non, mais on est accusé de complot, et voilà, l'objectif est de préserver quelque chose d'une loi morale naturelle, et en se référant à une nature comme une évidence indépassable. Merci Céline. Question peut-être Sylvie Bonchâtre, qui, donc je le rappelle, est sociologue, conduit des recherches en particulier sur le genre et sur le travail. Lorsque tu as entendu, tu as pris connaissance courant janvier-février de ce grand mouvement de résistance à l'enseignement du genre, soi-disant du genre à l'école, quelles ont été tes premières analyses? Comment tu as perçu et analysé ce qui s'est passé? Alors, comment ces réactions effectivement négatives à l'enseignement du genre à l'école, comment ce qui a été aussi frappant, notamment avec le lancement de la journée de retrait de l'école par Farida Belgoul, comment c'était finalement de constater l'impact de comment ce discours très dramatisant et effectivement avec tous les mensonges aussi qui ont été dits sur comment les conditions de l'enseignement de la théorie du genre à l'école, à partir de l'ABCD de l'égalité, qui est parfaitement inoffensif et qui ne fait effectivement que proposer des jeux avec les stéréotypes de genre qui sont appelés de leur vœu par les enseignants, par les parents, par effectivement des tas de gens depuis effectivement des années. Et pourquoi est-ce que quelque chose qui pourrait effectivement paraître banal et accepté dans la société, par tous, pourquoi est-ce que ça a pu susciter des résistances effectivement aussi fortes, et en particulier, c'est ça qui m'a frappé, dans les milieux populaires, puisque c'est dans des banlieues, effectivement dans des quartiers populaires, que finalement ce mot d'ordre de retrait de l'école a fonctionné le plus fortement. Alors on pourrait effectivement interpréter ça en disant là effectivement on voit ces milieux populaires qui sont conservateurs, qui sont effectivement attachés à des valeurs ou à des croyances religieuses un peu archaïques, et on voit là aussi ressortir des tas de stéréotypes, non pas cette fois-ci sur le genre mais sur le peuple, qui effectivement serait nourri de valeurs complètement arriérées, etc. Et ça m'a frappé parce que effectivement je pense qu'il faut s'interroger sur les raisons qui font effectivement cette question de la mise en question des stéréotypes de genre à l'école puisse être effectivement vécue comme quelque chose de dérangeant, de déstabilisant pour finalement des groupes sociaux. Et là, comment moi j'analyse ça, alors cette fois-ci je prends ma casquette de sociologue du travail,
Et et ce que mes travaux dans le monde du travail, justement, m'ont permis de voir, c'est que même si le monde du travail, effectivement, apparaît comme le monde, je dirais, dans lequel on professionnalise des individus, on les éduque et en échange, effectivement, d'une qualification, effectivement, on leur propose des emplois et un salaire. En réalité, il existe des tas d'emplois pour lesquels ce n'est pas la compétence, effectivement, qui est requise pour l'accès à des emplois, mais justement, ce qui est requis, c'est quasiment une nature, une manière d'être, et précisément, une manière d'être femme ou une manière d'être homme, et c'est précisément ce qui est requis dans les emplois les moins qualifiés. Et j'ai notamment travaillé, par exemple, dans les emplois de service. Et alors, on parle beaucoup de professionnaliser les emplois de service, les emplois d'aide à domicile, les emplois, effectivement, de service dans le secteur du commerce, effectivement, tout ce qui est la prise en charge d'autrui, tous les emplois du care. Et donc, derrière tous ces beaux mots d'ordre de professionnalisation, en réalité, quand on observe une scène effectivement assez intéressante, cette scène emblématique du marché du travail qui est le recrutement, on s'aperçoit que les critères de recrutement effectivement qui sont mobilisés, et ce sont uniquement des critères de conformité à des stéréotypes de genre. Et donc du coup, ces stéréotypes de genre finalement sont précieux pour tout un pan de la population finalement qui, grâce à ces stéréotypes, finalement trouve effectivement l'accès à des revenus par l'emploi. Et donc, je pense qu'il est important de questionner finalement les fonctions sociales et les usages sociaux du genre, y compris dans la sphère économique. Parce que si on veut remettre en cause justement l'ordre sexué, il faut aussi remettre en cause, du coup, une certaine manière de faire fonctionner effectivement le monde du travail par précisément le déni des qualifications et au contraire l'encouragement effectivement à ces stéréotypes de genre, alors qui remplissent également une fonctionnalité très importante. Parce que quand on est sociologue du travail, on sait aussi une autre chose, c'est que quand on naturalise les qualifications, quand effectivement on considère que quelqu'un justement n'a pas de qualification, puisque finalement le travail qu'il exerce, quasiment c'est sa nature, c'est sa condition sexuée effectivement qui permet finalement de demander à une femme, pas seulement de servir en salle, mais de nettoyer effectivement les chambres dans l'hôtel au-dessus et de nettoyer les toilettes dans effectivement le restaurant. On ne demanderait pas forcément ça à un homme aussi spontanément. Avec une femme, c'est pratique, elle est polyvalente. Donc ça ne coûte rien. Sa condition sexuelle, effectivement, la rend polyvalente et elle permet effectivement de lui faire faire un travail gratuit. Et donc, cette naturalisation des qualifications, elle a effectivement des effets économiques très directs, c'est qu'elle permet de dévaloriser le travail. Donc, du coup, de moins le payer. Donc, voilà, la remise en cause de l'ordre sexuel, effectivement, c'est pas uniquement une question de valeur, c'est effectivement aussi une question économique qui nous amène à regarder autrement effectivement la manière dont comment s'organise l'accès au travail et à l'emploi.